Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On est à Minsk, comme d'habitude, sauf que vous remarquerez, j'ai une surprise. Donc j'avais fait récemment un appel à témoins, je voulais partager en fait avec tout le monde d'autres points de vue que le mien sur le pays, en d'avoir un petit peu le ressenti d'autres gens, d'autres francophones, parce que bon, vous savez, cette chaîne est francophone, donc d'autres francophones qui vivent au Bélarus, qui connaissent le Bélarus, qui sont français, qui sont étrangers, qui sont biélorusses éventuellement, mais qui parlent français de façon à ce que tout le monde ici puisse les comprendre. Et je suis content aujourd'hui d'avoir à mes côtés Jean-François. Jean-François qui est... Bon, on va pas faire de mystère, hein, je vais pas faire style que je le connais pas. Je connais très bien Jean-François, c'est mon ami, c'est l'une des premières personnes que j'ai connues au Bélarus. Je suis content de t'avoir ici, Jean-François, parce que contrairement à beaucoup de mes clients qui sont installés ici, eux, ils sont venus et puis ils sont plus repartis en fait. Ils ont fait comme moi, ils sont arrivés une fois et ils sont jamais plus repartis. C'est-à-dire qu'ils connaissaient pas le pays avant de venir y vivre. C'est un peu étrange, mais c'est le cas de la majorité des gens. Toi, par contre, tu as un cheminement qui est plus progressif, tu as appris à connaître le pays, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir ton avis aujourd'hui. Alors, on va commencer par te présenter. Donc je te remercie de m'avoir reçu dans ton émission. Donc je suis Jean-François Frère, j'ai 56 ans, je suis à Minsk depuis un peu plus d'1 an. J'étais curieux de te demander, et je pense que ça intéresse un petit peu tout le monde, qu'est-ce qui t'a amené ici la première fois? Comment tu as découvert le Bélarus? Bah écoute, je suis venu il y a 5 ans au Bélarus pour un séjour de chasse avec des amis. C'est la première fois que j'effectuais un voyage de chasse en dehors de la France, et c'était le Bélarus. Donc on était en 2017. À peu près, 5 ans, 2016. 2016, 2017, ok. Quelle idée tu avais du pays avant de venir? Comment tu l'imaginais ce pays avant de venir là? Ah bah, déjà, Biélorussie, Russie, c'était un peu confus. Je savais que c'était proche de la Russie et proche aussi de la Pologne. Mais je n'en savais pas plus sur l'État, le gouvernement, les infrastructures, vraiment rien. Tu savais où il était, c'est déjà pas mal, parce que je pense que la plupart des gens en France, le Kidam, tu lui demandes la Biélorussie, il pense que c'est une région de Russie, et il ne sait pas du tout le placer sur la carte. La plupart des gens, moi, avec lesquels j'ai parlé, mes vieux copains en France, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas où c'est. Par contre, ils ont un point de vue dessus, attention, ils ont un point de vue, mais ils ne savent pas le mettre sur la carte. Donc, toi, tu n'avais pas d'a priori particulièrement négatif ou positif, tu ne savais pas? Non, au contraire, je voulais découvrir, puisque dans mon passé professionnel, j'étais amené à voyager pour effectuer des missions dans plus de 30 pays, mais je n'ai jamais été du côté de l'Europe de l'Est et de la Russie. D'accord, c'est une belle entrée en matière, je trouve, pour le monde slave. Alors, c'est une entrée en matière inhabituelle. La plupart des gens qui ont commencé avec les pays slaves, ils ont commencé avec peut-être la Pologne, peut-être d'autres pays de l'Union européenne à l'Est, ou directement la Russie. Rares sont ceux qui ont commencé par la Biélorussie. Moi-même, de tous les pays slaves, c'est celui que j'ai connu en dernier, en fait. C'était le truc qui me manquait, donc c'était la zone d'ombre pour moi des pays slaves, jusqu'à ce que je le découvre. Et ouais, tout comme toi, j'avais pas franchement d'idée, d'attente. Moi, je m'attendais à retrouver un petit peu la Russie, que je connaissais bien, et je ne l'ai pas franchement retrouvé. Certains points, bien sûr, c'est un peuple slave, c'est un pays slave, c'est un pays russien. Mais celui qui cherche la Russie en Biélorussie, il va trouver des similarités tout au plus, mais certainement pas le même pays, non. Ok, peux-tu nous dire, Jean-François, ce qui se passe entre le moment où tu découvres le pays la première fois et ton cheminement jusqu'à décider de t'y installer? Je veux dire, c'est quoi ton cheminement? Qu'est-ce qui t'amène jusque-là? Ah bah ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris 4 ans. Voilà, 4 ans. Donc je suis retourné une deuxième fois faire un séjour de chasse, et puis une troisième fois, et j'ai pris plus de temps pour essayer de découvrir Minsk, et je suis resté 1 semaine de plus pour découvrir Minsk, et le prochain séjour je suis revenu, je suis resté 2 semaines, 3 semaines, et après je ne suis venu à Minsk que pour être à Minsk, et maintenant j'y habite complètement. Alors, on peut constater qu'il y a des grandes avenues, que c'est très propre, qu'il n'y a pas de dégradation du bien public, que la sécurité est permanente. On peut se promener jour et nuit sans avoir d'interpellation, sans avoir un regard. On t'a jamais demandé négatif. une cigarette, s'il te plaît? Même pas, non? Non, pas. Merde. Non, pas du tout.
Oui, c'est sûr que ça fait bizarre, ça peut manquer au début. Mais ensuite, j'ai voulu tout de suite visiter les infrastructures administratives. La poste centrale, des magasins d'État. Ensuite, je suis allé voir les services hospitaliers, c'est-à-dire surtout les services de soins médicaux, d'analyse. Et j'ai remarqué que c'était très propre, très bien organisé et simple. C'est surtout la simplicité et l'efficacité. Alors récemment, tu t'es inscrit à l'université linguistique pour apprendre le russe, pour pouvoir t'assimiler, t'insérer dans la société locale. Comment ça se passe pour toi l'apprentissage du russe? Je sais que c'est pas facile en général. Comment tu ressens le truc? Ben, je n'ai pas de faculté développée concernant les langues. Je parle anglais un petit peu, je me débrouille, mais en ce qui concerne le russe, c'est pas simple. Déjà l'alphabet, C'est mal écrit. c'est très mal écrit, surtout en minuscule. En majuscule ça passe, mais en minuscule c'est compliqué. Ensuite c'est la structure. La structure est pas facile, mais avec persévérance. Qu'est-ce qui te gêne le plus? Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à apprendre le russe, ce qui m'a choqué d'entrée, c'est le fait que les phrases n'étaient pas construites pareil. Elles n'étaient pas pensées pareil. Il y avait vraiment une structure simplifiée, quelque part par rapport au français, mais vraiment différente du français. En fait, on ne pensait pas la langue de la même façon, et quelque part, ça se reflète sur tout le mode de pensée, tout le mode de fonctionnement des russophones. Bah, je suis au premier niveau d'études de cette langue. Donc j'ai remarqué, par exemple, quand on dit que l'on possède quelque chose, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France. Par exemple, on veut une voiture. Je possède une voiture. En russe, ça ne se dit pas. Ça, ouais, ça devient chez moi, il y a une voiture. Voilà, il y a moins de possession Ouais, c'est dans vrai. la culture russe. Alors, tu as acheté un chouette appartement, je connais ton appart, tu as un bel appartement à Minsk. Comment tu ressens, toi, le coût de la vie sur place, la facilité aussi pour s'y installer, pour vivre ici normalement, mais par rapport au coût de la vie, comment tu le comparais à la France? Ah bah déjà, premièrement, Minsk, c'est la capitale. Donc il faut comparer avec une grande ville française de la même taille. Ensuite, des choses toutes simples qui sont valables partout au Bélarus. Il n'y a pas d'abonnement téléphonique, il n'y a pas d'abonnement d'électricité et il n'y a pas d'abonnement au gaz. On ne paie que ce que l'on consomme. Si on consomme, on paye. Si vous n'êtes pas là, on ne consomme pas, vous ne payez pas. Ça, c'est une grosse différence. C'est vrai que c'est une différence, ouais. Comment tu compares le coût de la vie au jour le jour? Les courses, le resto, acheter des habits. Ben, c'est vrai qu'avec le pouvoir d'achat que l'on a en tant qu'Européen, c'est intéressant de vivre à Minsk et peut se permettre d'aller au restaurant tous les jours sans que cela nuise à notre budget, je précise, européen. Aussi, en tant que propriétaire d'un appartement, nous n'avons pas de taxe d'habitation, nous n'avons pas de taxe foncière. C'est à partir de la deuxième résidence que nous pouvons payer des impôts fonciers, mais qui sont relativement dérisoires avec ceux que l'on connaît en France. Et en même temps, c'est pas dur quand on voit ce que coûte la propriété foncière en France de nos jours. Et puis ça augmente de plus en plus. Et d'ailleurs, j'ai bien envie de faire une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'avais en tête de faire cette vidéo, un comparatif. Investir dans l'immobilier en France, vs investir dans l'immobilier au Bélarus, et voir ce que ça coûte déjà en pratique, et puis aussi au terme du processus de mise en œuvre, en termes de coût de mise en œuvre. Donc je voulais faire un comparatif comme ça. Si ça branche des gens, je le ferai. Jean-François, une autre question que je voulais te poser. Quel est ton ressenti, toi, des Biélorusses eux-mêmes, de la société biélorusse, de leur façon de faire, de leur façon de vivre? Parce que moi, clairement, c'est un point qui a été décisif pour moi dans mon installation ici et pourquoi je ne suis pas retourné en Russie. Bah, tout d'abord, j'ai acheté un appartement, non pas au centre du centre de Minsk, mais un petit peu en périphérie, mais ça reste toujours le centre. T'es pas un banlieusard, pas encore. Non, non. Et dans un immeuble, dans un grand immeuble,
où il y a pratiquement que des Bélarusses. Il n'y a pas d'étrangers ou des Russes, mais ils sont très proches de leur culture. J'ai voulu absolument m'intégrer au maximum dans la société du Bélarus, de vivre au maximum avec les gens. Aussi, j'ai appris à connaître ce peuple bélarus, ce peuple qui a souffert dans le passé, beaucoup souffert, et qui n'est pas rancunier, alors qu'il aurait pu. Ce peuple qui a souffert pendant les guerres mondiales avec les Allemands, avant c'était Napoléon. Et c'est un pays qui est plat, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de grotte pour se cacher, donc une grosse armée passe et ça rase tout. Ensuite, ce peuple est très calme. Ce que j'adore, c'est que les gens sont calmes. Ce n'est pas bruyant. Simon et moi, nous allons de temps en temps au marché Kamarowski. Vos activités préférées, moi. Et ce marché, il y a un grand espace couvert, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de bruit. C'est vrai que Kamarovka, c'est impressionnant pour ça, parce que c'est un marché, dans un marché couvert, c'est un grand hall. Ça ressemble un petit peu à un hall de gare, et on pourrait s'imaginer avoir les vendeurs à la criée, tout le bruit, le bordel. Sauf qu'en fait, il n'y a quasiment pas un bruit, c'est calme, les gens sont cool, c'est vrai. Hein. Et surtout, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien de... Tout est propre, tout est organisé, c'est d'une propreté à n'importe quelle heure. Vous pouvez aller à ce marché, ce sera toujours nickel. Plus largement, c'est vrai que l'absence de déchets, c'est appréciable. Hein. Aussi, ce que j'ai remarqué beaucoup de ce peuple et ce qui m'a incité à rester dans ce merveilleux pays, c'est la quasi-absence de jalousie. C'est vrai ça, que les gens, ils envient personne, ils s'envient pas, ils nous envient pas, ils s'envient pas en général. C'est vrai. Il y a des gens qui sont habillés différemment, puisque maintenant, bon, il y a une certaine expression via Internet, mais les gens sont indifférents, vous faites votre vie, vous êtes avec une personne, deux personnes, vous êtes là, vous n'êtes pas là, ils s'en fichent complètement. Mais alors, absolument. Alors que en France, c'est un petit peu différent. C'est vrai qu'en ça, il me rappelle certains peuples scandinaves où en fait chacun fait sa vie et il se soucie pas de toi, de ce que tu fais. Tu es habillé n'importe comment, tu es bien habillé. Si tu es bien habillé, tu impressionnes personne. Si tu es habillé comme un clodo, ben, personne ne le relève ou se moque de toi, fait s'en foutent quoi. Ah, tout Et à fait. ça, tu sais, quand tu viens de Corse, ça fait une différence. Je ne suis pas ici pour rencontrer des Français, je ne suis pas là pour parler français tout le temps, vivre avec eux. Ou des Anglais ou des Allemands, peu importe. Je suis là pour le Bélarus car le pays m'apporte beaucoup de choses bénéfiques et je lui en suis redevable. Et la moindre des choses, c'est de s'intégrer, tout simplement. En étant français, disons que si on a appris quelque chose qui peut nous servir et qui peut servir au pays dans lequel on va s'installer, c'est la nécessité de... Comme on dit de nos jours on parle d'assimilation. Ben voilà, oui. Je crois que si on a appris quelque chose en France, si on a une leçon à en tirer, nous en tant que Français, quand on part ailleurs, c'est qu'il faut s'assimiler. Éviter d'être en donneur de leçons et éviter d'être en communauté. Il y a certaines personnes sur Internet qui conseillent aux Français de partir et de se communautariser. Moi, je pense que c'est reproduire ailleurs ce qu'on reproche à certains d'avoir fait chez nous. Donc, à mon sens, non. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais voulu créer, et certains m'ont posé la question, est-ce que tu veux pas faire un club d'échange, un groupe d'expatriés français pour qu'on puisse, quand on arrive au Bélarus, connaître des gens. Je vous présente des gens quand vous venez, mais non, moi j'ai pas voulu faire le club des Français de Minsk où on se retrouve tous ensemble, parce que je l'ai jamais fait nulle part ailleurs et je compte pas le faire ici. C'est un frein en fait à l'assimilation, c'est un frein à l'intégration. Évidemment que c'est plus facile pour moi de base de communiquer avec Jean-François, de passer du temps avec Jean-François, on a la même culture, donc c'est plus facile. Mais sur du long terme, quand on part aussi de l'idée de refaire une vie ici, donc d'avoir éventuellement une descendance et tout ça, je pense qu'il est largement préférable de faire cette vie-là avec les locaux, et pour maintes raisons sur lesquelles on ne va pas s'attarder ici plus longtemps.
On va refaire une vidéo ensemble, Jeff. Là, c'est notre première. Ouais. On va en faire une seconde. Moi, j'avais envie que tu nous parles de la route, la voiture, conduire à Minsk, parce que tu es un des seuls que je connaisse qui vivent ici totalement normalement avec sa voiture. Donc, dans une prochaine vidéo, que l'on publiera incessamment sous peu sur cette chaîne, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le, au moins vous ne la raterez pas. On abordera la question de la voiture, des routes et de la conduite à Minsk, et aussi de ce dont tu as besoin en termes de paperasse et tout cela. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, eh bien mettez-y un pouce vers le haut. Je remercie Jeff, je te remercie vraiment d'avoir participé. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo ensemble. Tout à fait, je te remercie et ce sera toujours avec plaisir. Всё будет хорошо. À vous tous, merci les gars, à la prochaine, ciao. Ciao.